Bien, bonjour à tous. Alors, je m'appelle Guillaume Morano, effectivement. Je suis professeur de philosophie et je m'occupe dans mes recherches de la technique en général et de la technoscience en particulier. Et c'est ce sujet donc dont je suis venu vous entretenir aujourd'hui. Alors, pour commencer et rentrer un peu dans le bain, quelques phénomènes. En 1984, des chercheurs de l'université de Cambridge sont parvenus à fusionner des cellules d'embryons de chèvres et de moutons et de faire porter le résultat à une mère de substitution qui a donné naissance à une chimère chèvre-mouton. 40 ans plus tard, les progrès fulgurants dans le domaine du génie génétique nous permettent d'envisager la possibilité d'une optimisation fonctionnelle des espèces existantes, d'une recréation technique des espèces disparues, et pourquoi pas une fabrication d'animaux imaginaires. Selon certains tenants du génie génétique, les limites de notre pouvoir de recréation de la vie ne seraient plus celles que de notre imagination collective. Ma foi, il y a trop à faire, à force d'étonnement. Voilà. Peut-être sommes-nous saturés de stupéfaction, ou peut-être avons-nous cessé de nous étonner, plus simplement parce que tout cela fonctionne. Mais en un sens, peu importe. Quoique la finalité de cette intervention que je vous propose, c'est de réveiller en nous, justement, la faculté de nous étonner de ces prodiges, ne serait-ce que pour nous permettre de penser le monde dans lequel il nous donne peu à peu d'habiter. Alors, pour celui qui se laisse un peu inquiéter par les chèvres-moutons et les lapins fluorescents, je crois que ces phénomènes soulèvent au moins deux questions. Ce sont celles que nous sommes posées avec mon ami Pierre Dulot dans notre ouvrage « L'âge du Minotaure ». Première question, comment ces prodiges sont-ils seulement possibles? Ou comment faut-il se rapporter au réel pour y introduire de telles distorsions? Deuxième question, qu'est-ce qu'elles signifient pour nous? Comment comprendre, si vous préférez, du point de vue des cultures humaines, cette possibilité d'une réécriture technique de la réalité? Alors, essayons de commencer par la première question. Je crois que si ces prodiges de la technoscience sont possibles, c'est parce que la technoscience intervient à une échelle de la réalité au sein de laquelle toute frontière s'abolit. Pour que les nanotechnologies nous proposent, par exemple, la fabrication de matériaux aux propriétés absolument inédites, il faut qu'elles interviennent à l'échelle atomique de la matière pour en reconfigurer les interactions. Pour que le génie génétique puisse nous proposer ces chimères en série, il faut pareillement qu'il intervienne à l'échelle moléculaire du code génétique. C'est-à-dire que des frontières existent effectivement entre les êtres et qui interdit à n'importe quoi de se reproduire avec n'importe quoi. Vous connaissez l'expression, les chats ne font pas des chiens, mais les chèvres et les moutons ne font pas non plus de chèvres-moutons. Et si un lapin devait croiser une méduse, il n'enfanterait pas le lapin fluorescent d'Édouard Aucac. Évidemment, ces frontières qui semblent exister s'abolissent à l'échelle moléculaire du code génétique, dès lors qu'il est possible d'isoler, d'identifier et d'en recombiner les séquences. Pour que le cerveau puisse commander à la machine, comme dans le cadre du singe télékinésique et des prothèses commandées par la pensée, ou pour que la machine puisse commander au cerveau, comme dans le cadre des expériences des rats télécommandés, il faut pareillement que leur activité soit réduite à un ensemble de signaux électrochimiques qui rendent possible leur interaction. Donc on le comprend à cette échelle de la réalité, électrochimique, atomique, moléculaire. On ne rencontre plus des choses ou des êtres, des genres ou des espèces. On ne trouve plus que des réactions et des interactions, des processus et des états, des flux, des codes, des signaux, soit un ensemble de phénomènes intégralement manipulables, en droit, sinon en fait. Alors on comprend que pour la technoscience, les choses et les êtres, les genres et les espèces
n'apparaissent plus que comme des trompe-l'œil, en fait, de simples illusions produites par un effet de perspective et qui s'estompent dès lors que l'on pénètre à l'échelle microscopique du réel. La technoscience ne reconnaît finalement comme réel que cette dimension de la réalité qui se prête à la reprogrammation. C'est dire que pour elle, la matière, les organismes vivants et même l'intelligence humaine n'apparaissent plus que comme des réservoirs de configurations possibles, indéfiniment transformables, exploitables, productibles, en un mot parfaitement substituables. Alors, on entend souvent parler aujourd'hui de la 6e extinction de masse des espèces et de la disparition progressive des milieux naturels. On comprend en fait que cette disparition progressive de la nature n'est que l'envers d'une médaille dont l'endroit est la réécriture technique du réel. Ou, si vous préférez, nous ne transformons finalement le monde en désert que pour le repeupler de nos propres créatures. Tout se passe finalement comme si la nature, et même l'homme produit de la culture, étaient devenus des régimes potentiellement obsolètes de présence. Alors, penchons-nous maintenant sur la seconde question. Qu'est-ce que tout cela signifie pour nous ? Alors je crois qu'une idée s'impose d'emblée, c'est que la technique a cessé d'être, aujourd'hui, un ensemble de moyens, plus ou moins efficaces, à disposition de la volonté des hommes. Qui pourrait décemment concevoir le deadbot comme un instrument utile au service du soulagement des consciences endeuillées ? Qui pourrait décemment concevoir la chimère homme-animal comme un moyen comme un autre, moralement neutre, techniquement efficace, de répondre à la demande croissante sur le marché des organes. Alors cette conception instrumentale de la technique, qui est encore majoritairement celle de la bioéthique, je crois que c'est celle qui nous interdit justement de voir à quel point la technique contemporaine reconfigure le cadre entier de notre expérience et son sens. Alors, essayons de creuser. Toutes les cultures, peut-être qu'il y a en fait finalement dans cette métamorphose technique de la réalité, les germes en tout cas d'une mutation sans précédent des conditions culturelles de la vie humaine. Toutes les cultures se sont en effet construites à partir de polarités fondamentales, immuables. Le ciel et la terre, séjour des dieux, demeure des hommes. Au sein de la terre, la distinction entre les espèces animales, ou la distinction entre l'animal et le végétal, la distinction entre l'homme et l'animal, ou la distinction entre l'homme et la machine, l'intérieur et l'extérieur, le vivant et le mort. Ce sont ces grandes polarités qui nous ont permis de faire une expérience ordonnée du réel. Autrement dit, qui nous ont permis d'habiter dans un monde et non un pur chaos où n'importe quoi pourrait devenir n'importe quoi. Et sans doute que le travail de toutes les cultures a été d'élever ces polarités à la hauteur d'un sens qui soit assimilable par l'homme, en les encadrant par des rites, en les représentant dans des symboles, en les élucidant dans des récits ou des mythes. Alors ce sont ces grandes polarités qui s'abolissent à l'heure de la réécriture technique du réel. Précisons, le génie génétique brouille la distinction entre les espèces animales, aussi bien que la distinction entre le végétal et l'animal ou entre l'homme et l'animal. Qui peut dire si la chèvre-mouton est plus chèvre ou mouton, si la chimère homme-animal est davantage animale qu'humaine? Les techniques de conservation en laboratoire, pareillement, abolissent la frontière de l'intérieur et de l'extérieur, brain, X. De même qu'elles abolissent la frontière du vivant et du mort. Qui peut dire du cerveau de porc décapité dans une cuve s'il est mort ou vivant? Quant à l'homme techniquement augmenté, on le voit, il n'est ni homme ni machine, mais présence simultanée et contradictoire des deux, cyborg. Alors, on voit bien que nous n'assistons pas, à travers cette métamorphose technique du réel, à une rupture
qui adviendrait dans l'histoire des hommes. Il s'agit plutôt d'une rupture à l'égard de l'histoire. Quelque chose de l'ordre de la mutation. Quelque chose comme une rupture sans précédent dans la continuité du temps humain. On pourrait dire d'une autre manière que nous n'habitons plus dans un monde, mais dans un immonde. Pourquoi pas? Un état donc dans lequel il n'existe pas d'autre ordre que celui que la technique peut produire, un état dans lequel il n'y a pas de forme qui ait a priori plus de valeur qu'une autre, un état dans lequel nous finissons par ne plus pouvoir dire ce qui est. La technique, on le voit, ne nous permet de reprogrammer le réel que dans la mesure où elle le rend simultanément impensable. Alors, on connaît bien sûr les termes du débat sur le transhumanisme, faut-il être pour ou contre? Peut-être que ce débat n'a finalement aucun sens, peut-être que nous sommes d'ores et déjà les transhumains, soit au sens étymologique du terme, ce maillon permettant de relier l'humanité telle qu'elle s'est historiquement constituée de l'humanité intégralement technicisée du jour d'après. Car on le voit bien, avec cette métamorphose technique de la réalité, nous assistons à l'avènement de ce qu'on pourrait appeler une altérité. Quelque chose qui ne se laisse plus inscrire dans le cadre de l'histoire humaine, quelque chose qui ne se laisse plus penser à partir des catégories culturelles constituées, et quelque chose qui déborde visiblement nos capacités éthiques de régulation. Alors pour conclure, quelques mots encore, peut-être qu'on pourrait repartir de la question de départ. Pourquoi faut-il s'étonner? Alors, on y a répondu pour nous donner à penser ce qui advient. Mais pourquoi faut-il se donner à penser ce qui advient? Eh bien, peut-être pour nous permettre d'entretenir à son égard un rapport libre. C'est-à-dire que nous assistons à la métamorphose technique du réel, et il nous faut penser cette métamorphose, je crois, si nous ne voulons pas être emportés par elle, ou si nous voulons avoir la chance, encore demain, d'habiter dans un monde dont l'homme soit la mesure. Je vous remercie pour votre attention.